bonjour à tous. Je vous remercie d'atteindre ce jury pour mon travail de fin d'études. Celui-ci s'intitule Analyse sur le cycle de vie d'une barre de logement en France, une approche centrée sur l'empreinte carbone. Donc, j'aimerais tout d'abord remettre mon travail dans le contexte de réchauffement climatique actuel, car effectivement, la température d'aujourd'hui est de 1,1 degré plus élevée par rapport à l'époque pré-industrielle. C'est dans ce contexte de réchauffement climatique que la France a mis en marche la démarche Habiter la France de demain, afin de réduire l'énergie consommée par le secteur du bâtiment en France, qui est de 44%. Pour respecter les accords de Paris, la France a mis donc en exergue sa nouvelle réglementation environnementale qui se base sur deux volets, un volet performance énergétique et un volet performance environnementale. Et donc ces deux volets, notamment la performance environnementale, c'est quelque chose qui est pionnier en Europe et qui n'existe pas dans d'autres pays et qui suscite les inquiétudes et les craintes de certains professionnels. Car comme le montre cette figure ici, faite par Equalis en 2019, depuis les années 70, les consommations énergétiques pour les constructions neuves sont de plus en plus contraignantes. Et c'est donc à propos de la RE 2020 que je souhaite développer un petit peu plus l'état de l'art et vous proposer donc les 5 indicateurs qu'elle comporte. Tout d'abord, les 3 indicateurs de performance énergétique qui sont établis donc par le ministère de la Transition écologique en 2021 et concernent le besoin bioclimatique de la construction, sa consommation en énergie primaire et son confort thermique en été. Et donc, le nouveau volet environnemental qui est introduit pour les constructions neuves concerne des seuils à propos de 2 indicateurs de l'empreinte carbone des bâtiments, à savoir l'indicateur IC Énergie qui vise la consommation d'énergie pendant la phase d'exploitation du bâtiment, et l'indicateur IC Construction qui est un autre indicateur de l'empreinte carbone mais qui concerne les matériaux. Et c'est donc dans ce contexte d'exigences de plus en plus contraignantes au niveau de la construction neuve et aussi d'inquiétudes de professionnels que j'ai souhaité développer les questions de recherche suivantes. En France, quels sont les impacts de la mise en œuvre d'un système constructif mixte bois et béton sur le cycle de vie d'un bâtiment de logement collectif? Et quels leviers de conception sont pertinents pour réduire l'impact sur le réchauffement climatique d'un tel bâtiment construit en France? Les forces de ce travail sont de 3 ordres. Tout d'abord, ce travail permet de venir combler un manque à gagner dans la littérature à propos des analyses du cycle de vie sur les logements collectifs. Il y en a très peu. Ensuite, il permet de suivre aussi 2 indicateurs de l'empreinte carbone et donc comparer un petit peu ce travail aux indicateurs de la RE 2020. Et d'autre part, par ce travail, j'ai souhaité développer une méthodologie pour les bâtiments de logement collectif qui soit réplicable. Cette méthodologie, elle s'organise en 4 points. Donc tout d'abord avec un état de l'art qui permet de cadrer le sujet de recherche et de développer certaines problématiques. Ensuite, une partie méthodologie qui, par le choix d'un cas d'étude, m'a conduit à collecter des données, modéliser via Autodesk Revit et faire des calculs sur l'analyse de cycle de vie pour me donner des résultats qui viendront alimenter la discussion. La méthodologie donc, que j'ai utilisée, elle est qualifiée du berceau à la tombe. C'est-à-dire que les modules que j'ai choisis dans la norme européenne 15978 sont les modules en bleu et les modules que j'ai rejetés dans mon travail sont les modules en orange par manque de données. J'ai souhaité mettre en valeur les différentes hypothèses que j'ai prises justement pour avoir une transparence sur mon travail. Tout d'abord, sur les premiers modules de construction, j'ai utilisé les fiches EPD qui sont écrites et rédigées suivant la norme européenne 15804 et qui sont rendues disponibles par des bases de données françaises. Pour le module de la phase d'utilisation, j'ai été contrôler les scénarios qui étaient disponibles dans ces fiches EPD et j'ai été contrôler la durée de vie de service de chaque matériau ou produit de construction. Il est important de noter que pour le module B6, qui concerne les besoins en énergie du bâtiment pendant sa phase d'exploitation, je n'ai pas réalisé d'études thermiques, mais je me suis basé sur un fichier récapitulatif standardisé d'études thermiques, R7,
qui est rendu disponible par l'Observatoire de la performance énergétique en France pour ce bâtiment. Et d'autre part, le mix énergétique sur lequel je me base est le mix énergétique français pour la production d'électricité. Enfin, pour ce dernier module des besoins en eau pendant la phase d'exploitation, c'est pareil, j'ai dû formuler un certain nombre d'hypothèses et je me suis basé sur des études similaires qui me proposaient certaines quantités pour faire formuler ces hypothèses. Enfin, pour les scénarios de fin de vie, j'ai été contrôlé de la même manière que pour la durée de vie service, les quantités qui étaient proposées dans les fiches EPD, afin de m'assurer de la vraie transparence de chaque fiche et du bon scénario de fin de vie pour chaque matériau. Le cas d'étude sur lequel je réalise cette étude est une barre de logement de 23 logements collectifs, donc située à Nantes. Nantes, c'est une ville dans l'ouest de la France qui est caractérisée par un climat à dominante de chauffage. Le bâtiment, j'ai pu avoir une liste exhaustive de tous les plans, façades et coupes de celui-ci grâce à des contacts avec Ad Hoc Architecture et notamment M. Leroy qui m'a fourni les documents d'ouvrage exécutés. Grâce à ces différents plans et ces différentes données, j'ai pu établir que le bâtiment avait une structure porteuse en béton, que ses façades étaient réalisées en ossature bois avec un bardage bois et zinc à l'extérieur. La charpente est réalisée en structure bois et est couverte par des bacs acier. Enfin, le bâtiment est ouvert grâce à des menuiseries qui sont mixtes, bois et aluminium. Pour l'exploitation de mes résultats, j'ai souhaité avoir une démarche du global vers le précis. Tout d'abord, de manière globale, j'ai souhaité, par cette slide, vous montrer l'inventaire du cycle de vie sur cette conception. Et cette slide me permet aussi de préciser l'unité fonctionnelle que j'ai utilisée dans ce travail, qui est la surface en mètres carrés. Ce diagramme camembert, il est intéressant car il permet de voir que les données les plus représentées dans la maquette sont la surface de plaques de plâtre, les systèmes de murs intérieurs et les bois bruts, et la surface de bois brut. Et donc, ces trois matériaux, je vais les utiliser par la suite pour réaliser mon analyse de la sensibilité et évaluer la sensibilité du modèle. Un autre résultat, en devenant un peu plus précis cette fois, c'est donc la contribution des différents indicateurs sur les étapes du cycle de vie. Les indicateurs que je suis particulièrement dans cette étude sont les indicateurs de l'empreinte carbone, comme je l'ai dit au tout début, à savoir GWP, le potentiel de réchauffement climatique, et PCO2, le stockage de carbone biogénique. Et cette figure, elle nous permet de constater que c'est à la construction que 55% des émissions de gaz à effet de serre sont réalisées, donc sur les modules 1, A1 à A3. On le voit ici grâce à cette barre. Et que 100% du carbone biogénique est stocké. Et donc ces résultats sur le carbone biogénique, ils ne sont pas étonnants car ils permettent de conforter l'approche qui est utilisée, l'approche -1+1 qui est utilisée pour compter le carbone biogénique dans l'analyse du cycle de vie. Ce graphique, il nous permet aussi de tirer une autre conclusion, c'est que le module B6 relatif à l'énergie, il contribue très peu au potentiel de réchauffement climatique GWP, ici, moins de 20%. Et cela peut s'expliquer par une chose principale, c'est que l'électricité produite en France, elle est de nature à 70% fournie par le nucléaire et elle est donc très peu carbonée et ne libère très peu de gaz à effet de serre lors de son utilisation. Enfin, poursuivre, des résultats un peu plus précis où j'ai spécifié lot par lot le potentiel de réchauffement climatique. Et on constate que 26% des émissions de gaz à effet de serre sont réalisées par les surfaces horizontales, ici en bleu, et que les portes et fenêtres, malgré leur faible représentation dans l'inventaire du cycle de vie, contribuent par ici à quelques... ces deux lots contribuent à plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est intéressant de se plonger dans les matériaux par ce graphique, grâce à la contribution de chaque matériau sur le potentiel de réchauffement climatique, pour voir un petit peu quels sont les matériaux qui viennent justement alimenter ce potentiel de réchauffement climatique. Et tout d'abord, on constate que c'est le béton et ensuite les portes et fenêtres qui sont les matériaux les plus contributeurs du potentiel de réchauffement climatique. Donc, je vais les utiliser ensuite dans mon analyse de la sensibilité pour évaluer la sensibilité des résultats.
Il y a l'analyse de la sensibilité, la voici. On constate que sur le stockage de carbone biogénique, ce sont les matériaux de portes et fenêtres et de bois massif qui sont le plus influents. Mais c'est tout à fait normal d'avoir ces résultats puisque ce sont principalement les deux matériaux et produits de construction qui sont en bois et qui permettent donc de stocker du carbone biogénique. Et ici, sur le potentiel de réchauffement climatique, on constate que des variations mineures de plus ou moins 10% de la quantité de béton entraînent des variations non négligeables ici en gris sur le potentiel de réchauffement climatique. En guise de discussion, je souhaiterais revenir sur les deux questions de recherche que j'ai formulées au début et y répondre tout d'abord en citant que le béton a une très forte contribution au réchauffement climatique dans cette conception et qu'un des premiers critères d'arbitrage pour réduire l'impact sur le réchauffement climatique serait de changer le système de plancher et passer en système de plancher bois, au regard d'autres critères, au regard de critères structurels ou de confort d'été, bien sûr. Les résultats que je n'ai pas présentés ici par manque de temps sont aussi les bénéfices de la façade à ossature bois et des fenêtres mixtes bois-aluminium qui permettent de stocker une grande quantité de carbone biogénique. Dans ce travail, je ne compare pas directement le potentiel de réchauffement climatique aux indicateurs de la réglementation environnementale 2020, tout simplement car ils ne se basent pas sur les mêmes méthodes de calcul et que ce n'est pas possible de comparer. Et enfin, il serait judicieux d'envisager ce travail avec des évolutions du mix énergétique, car comme le montre le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité en France, RTE, 6 scénarios sont à prévoir pour la transition écologique. En guise de conclusion, je souhaite revenir sur les limites et sur les forces de ce travail. Tout d'abord, les limites sont que le cadre d'étude se concentre sur le bâtiment et pas sur ses alentours. Ensuite, par une impossibilité due au calcul, il est difficile de comparer directement mes résultats avec ceux de la RE 2020. Je n'ai pas pris en considération des thématiques de confort ou de structure dans ce travail et j'ai réalisé une hypothèse importante, c'est que je me suis basé sur le fichier récapitulatif standardisé d'études thermiques R7 et je n'ai pas réalisé de modélisation thermique. Les forces de ce travail sont que, comme je l'ai dit précédemment, il permet de combler le manque à gagner dans la littérature sur l'analyse du cycle de vie des logements collectifs. Et il permet aussi d'avoir une approche sur l'empreinte carbone et de proposer une méthodologie exhaustive et réplicable tout en proposant des leviers de conception qui me permettent de répondre à une question de recherche. Je vous remercie pour votre écoute. Je m'excuse d'abord pour le temps dépassé. Je vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci.